L'histoire commença par un matin ensoleillé. Quelqu'un s'efforçait de réveiller la princesse de la principauté, Guenièvre. La jeune fille entendit la voix de sa servante dans son sommeil, mais elle refusa de se réveiller. La princesse Hilaria ouvrit les yeux avec difficulté. L'assistante pressa sa maîtresse, car elles étaient presque arrivées à destination et devaient se préparer pour la sortie. Elles ne pouvaient pas être en retard. La jeune femme ne comprenait pas pourquoi ils étaient si pressés, car pour la personne qu'ils étaient venus voir, ce n'était pas la première fois. Personne ne se doutait qu'elle viendrait si soudainement et sans invitation. Les domestiques n'y prêtèrent aucune attention. La princesse savait que 4 concubines étaient arrivées au palais, mais l'une d'elles était décédée dans des circonstances inconnues. Aujourd'hui, elle était arrivée, la 5e concubine, et tout allait changer. La route changeait de paysage encore plus vite. Le cocher semblait impatient d'arriver à destination. Finalement, la voiture s'arrêta et la servante fut la première à descendre, tendant la main à sa princesse. Lorsque la princesse sortit, elle regarda un peu autour d'elle. Une magnifique route, parsemée d'arbres, menait au château. L'assistante attendit un peu, mais elle fut ensuite très surprise de ne voir personne venir à leur rencontre. Hilaria elle-même n'était pas surprise par cela, car tant de concubines avaient déjà été envoyées dans ce château que ceux qui y vivaient finissaient par devenir indifférents à savoir qui deviendrait le prochain. Alors, elle voulait revenir. Finalement, quelqu'un s'approcha des jeunes filles et la servante le remarqua. Le jeune homme s'approcha d'elle et se présenta comme étant le serviteur le plus haut placé du château impérial, Vladislav Svein. La dame observa attentivement. La princesse fut stupéfaite, car elle avait entendu parler de ce serviteur et savait qui il était. Elle fut donc très surprise de le voir, lui qui était le serviteur le plus fidèle de l'empereur. On l'appelait aussi le chien impérial. Comme il sied à une dame, elle répondit immédiatement qu'elle était heureuse de le rencontrer, mais sans cacher son sourire narquois, elle dit que le temps était si beau que même les chevaux galopèrent plus vite. La servante travaillait pour la princesse depuis plusieurs années. Elle reconnut donc immédiatement son ton sarcastique. La jeune fille savait que seule Hilaria pouvait signaler des erreurs aussi ouvertement, mais c'était un peu dérangeant. Cependant, Svein comprit le ton de la princesse, mais répondit à sa manière, l'assurant qu'il n'était pas en retard. Se tournant légèrement, le garçon invita les filles à le suivre pour le conduire au palais. Dès le début, il était évident que ces deux-là avaient quelque chose l'un contre l'autre. La jeune fille le remarqua immédiatement et comprit qu'il pourrait y avoir des problèmes, mais pour l'instant, ils poursuivirent leur voyage en silence. En passant, ils entrèrent tous les 3 dans le jardin. La princesse avait entendu parler de la grandeur des jardins impériaux, et elle en était désormais convaincue, mais elle avait l'impression qu'ils allaient pique-niquer. Katie ne comprit pas le message de la dame, alors elle s'enquit de la situation, mais elle sentit qu'elle avait un mauvais pressentiment, comme si quelque chose allait se produire. La princesse ne lui fit pas part de ses sentiments, car elle n'avait peur de rien. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans la principauté Guenièvre reçut un orbe de source. Grâce à lui, la princesse put voir l'avenir qu'elle avait refusé à l'empereur. Cet avenir était terrible et sanglant. Dans cette vision, elle vit les corps sans vie non seulement de ses proches et de ses serviteurs, mais aussi de la ville entière détruite. Elle se tenait au milieu de la rue, engloutie par les flammes et la destruction, mais elle ne pouvait rien faire. Là, elle vit sa fin approcher, mais elle ne pouvait croire que tout cela était arrivé uniquement à cause de son refus. La jeune fille regarda sa maison brûler, les larmes aux yeux et la folie dans la tête. La princesse ne put que regarder sa vie s'éteindre, car il était trop tard pour agir. Lorsque la vision prit fin, la jeune fille comprit qu'elle ne pouvait pas laisser cela se terminer. Hilaria était tellement perdue dans ses souvenirs qu'elle n'a pas remarqué comment ils étaient finalement arrivés au palais dans lequel elle devait désormais vivre. La commande était vraiment importante et l'empereur l'a donnée à la princesse. Cependant, la jeune fille ne considérait pas cela comme un cadeau. Pour elle, c'était plutôt une prison pour les années à venir, car la seule raison pour laquelle elle avait accepté d'épouser l'empereur était de sauver son peuple. La princesse se jura que tant qu'elle serait dans l'Empire, le souverain lui-même ne pourrait rien faire contre elle ou sa principauté. Suivant le majordome, elle et Katie se dirigèrent vers le palais. Lorsqu'ils entrèrent,
une longue file de servantes les attendait déjà sur le seuil. La première à arriver fut une jeune fille blonde, qui s'inclina respectueusement et se présenta comme l'aînée d'entre elles. Elle s'appelait Cheloster. Cependant, Hilaria ne semblait pas impressionnée. Elle commença à examiner attentivement la servante, cherchant une ruse en elle. La jeune fille se contenta de sourire et proposa de montrer sa chambre à la princesse. Lorsque la servante se retourna, son sourire chaleureux avait disparu. Il était clair qu'elle n'était pas très contente de la nouvelle dame du palais, et la princesse le remarqua, alors elle n'évita pas les ruses. Lorsqu'ils quittèrent tous les trois le palais, la dame se tourna vers le serviteur et lui dit que c'était la première fois qu'elle se trouvait dans un tel endroit. Elle était tellement fascinée par le paysage qu'elle en oublia de prononcer son nom. Cheloster observa attentivement la dame. La princesse ne donna jamais son nom, se présentant à Katie, son amie d'enfance. Il y eut un moment de silence, la servante ne demandant pas le nom de Milady, affichant son indifférence. La chambre de la princesse était très élégante. On voyait que chaque détail avait été soigné, et le parfum des fleurs était si parfumé qu'elle-même le trouvait trop doux. Ce luxe fit briller ses yeux. Tout avait été minutieusement préparé pour sa première nuit avec l'empereur. Elle s'avança un peu pour regarder autour d'elle et croisa le regard de Cheloster. Elle la regardait. Après un court silence, la servante remarqua que la dame avait la peau assez claire, ce pourquoi toutes les femmes du Nord étaient célèbres. Alors elle réalisa que n'importe quelle robe conviendrait à la princesse, lui faisant sourire. La servante a offert à Hilaria une robe rouge, et elle a accepté, mais a noté qu'elle avait apporté toutes les choses nécessaires avec elle, donc elle aimerait d'abord essayer quelque chose, ce que la servante n'aimait pas. Mais elle pinça les lèvres de mécontentement et dit que le château de Vladislav avait ses propres règles claires qui ne pouvaient pas être enfreintes. Donc la princesse ne pouvait pas porter ce qu'elle voulait et prit cette robe pour elle. Cheloster expliquait également que chaque tenue était ornée de fleurs brodées, chacune ayant sa propre signification. Par exemple, le violet pour l'empereur, le rouge pour l'impératrice et le rose pour les serviteurs. Si la princesse ne portait pas de vêtements ornés de la fleur appropriée, elle enfreignait les règles. La jeune fille était contrariée, mais elle ne voulait pas discuter. Elle était surprise par de telles restrictions, mais elle pensait qu'il y avait des raisons. Madame pensait que les fleurs sur les vêtements empêchèrent les meurtres par empoisonnement. Mais de telles choses pouvaient être accomplies par n'importe quel tailleur soudoyé. La servante n'expliqua rien de plus, laissant entendre d'autres règles. La jeune fille insista sur le fait que tout cela était nécessaire pour plaire à l'empereur. Ces paroles irritèrent profondément la princesse. Elle afficha un faux sourire chaleureux et s'approcha de la servante d'un air menaçant. Mélodie toucha doucement plusieurs robes et, d'un ton menaçant, laissa entendre à Cheloster qu'elle avait dû oublier à qui elle parlait. La jeune fille en fut stupéfaite, mais seule l'incompréhension s'échappa de ses lèvres. Hilaria expliqua qu'elle était une personne simple de nature, comme le reste des habitants de sa principauté. Elle souhaitait simplement que tout se déroule comme prévu, donner naissance à un fils pour l'empereur, mais ne pas rester ici une seule minute de plus. La servante comprit son erreur, mais elle n'avait aucune intention d'offenser la dame. Elle était seulement surprise qu'une si jeune fille puisse avoir un tel pouvoir oppressif. Pendant ce temps, la princesse s'approcha. La dame répéta une fois de plus qu'elle ne s'intéressait pas du tout aux règles concernant les fleurs sur les vêtements, qu'elle avait seulement son propre plan. Cheloster recula légèrement, effrayée par le changement d'humeur soudain de la princesse. Hilaria poursuivit en disant qu'elle n'avait jamais été caractérisée par un caractère calme et paisible, et qu'elle ne supportait donc pas de vivre dans un endroit où quelqu'un d'autre occupait une position plus élevée qu'elle. C'était la seule chose qu'elle désirait. La dame finit par lâcher la main de la jeune fille qu'elle serrait si fort. La princesse insista pour que la servante lui obéisse et fasse tout ce qu'elle lui ordonnait. La servante fut prise d'une grande peur. La jeune fille commença à lever les yeux au ciel, cherchant de l'aide, mais les autres restèrent à l'écart, n'osant rien dire à la dame en colère. Finalement, elle comprit qu'elle ne trouverait pas d'aide, alors elle accepta. Après avoir entendu cette réponse, la princesse fut satisfaite, et un sourire illumina à nouveau son visage. Il semblait que rien ne s'était passé auparavant. Milady ordonna d'informer l'empereur qu'elle ne pourrait pas passer la nuit avec lui.
La jeune fille répondit qu'elle obéirait à l'ordre, mais que la princesse ne serait forcée de passer la nuit avec l'empereur que si elle devenait concubine. La dame rit de la naïveté de la servante. Hilaria rapporta qu'elle était arrivée dans ce palais non pas en vertu d'un contrat, mais en tant que princesse de la principauté, car aucune dame qui était arrivée au palais auparavant n'avait reçu autant d'honneur qu'elle. La jeune fille comprit enfin toute la vérité, car personne n'avait jamais bénéficié d'autant de privilèges que la princesse. Et c'était la première fois que le serviteur principal Svein venait personnellement à sa rencontre. Néanmoins, Tcheloster espérait servir celle qui deviendrait impératrice. La jeune fille voulut dire quelque chose, mais la dame l'interrompit, clarifiant la situation avec la première nuit. Elle dit que même si elle refusait, elle deviendrait la concubine de l'empereur pour ce soir, car c'était stipulé dans le contrat, même si elle se révélait être un serpent cherchant à usurper le pouvoir. Elle insista également pour que la servante réfléchisse attentivement avant de faire un choix. La princesse tourna la tête vers les autres servantes afin qu'elles comprennent sa position. Les filles détournèrent le regard en silence. Soudain, tout s'illumina, mais les serviteurs ne semblèrent pas le remarquer. Les filles tremblaient encore de peur et ne voulaient pas être à la place de Tcheloster. À la place, un papillon apparut sur son cou. La princesse a souligné que si la fille était obéissante et travailleuse, alors à l'avenir, elle pourrait devenir le bras droit de celui qui gouvernerait cette terre, mais a averti de ceux qui se passeraient si elle n'écoutait pas. La servante accepta les conditions de la princesse et lui sourit. La jeune fille se hâta de sortir de la pièce pour exécuter l'ordre, mais en partant, elle pensa avoir vu une lueur dorée dans les yeux de sa maîtresse. Lorsque les amis furent laissés seuls dans la pièce, Katie exprima une certaine insatisfaction, car il lui semblait qu'Hilaria était trop stricte avec la servante principale et qu'elle pouvait facilement se plaindre à l'empereur. Cependant, la princesse ne pensait pas que cela lui arriverait, et son amie s'inquiétait en vain. L'empereur n'importunerait certainement pas une personne aussi importante qu'elle. Svein avait été envoyé à sa rencontre pour une raison précise. En fait, le palais voulait savoir si la dame serait d'une quelconque utilité, car tout n'était que parole. La concubine allait devenir un contrepoids à la volonté de la mère de l'empereur, un simple pion. Dans ce jeu, l'empereur beau-fils et l'impératrice veuve, qui souhaitaient placer son propre fils sur le trône, étaient en exil. Tous deux jouaient un jeu dans lequel toute la cour jouait un rôle. Les filles de familles nobles étaient également impliquées. Cependant, la figure la plus importante était l'épouse de l'empereur. Personne ne s'attendait à ce que la princesse soit prise dans ce tourbillon, car sa principauté s'efforçait toujours de maintenir une mentalité à ce sujet. Il convient donc d'être prudent. Katie s'inquiétait pour les autres concubines du château, car elles pourraient faire du mal à la princesse. Elle en avertit donc son amie. Hilaria resta calme, mais elle commençait à être agacée que tout le monde s'inquiète pour elle. Son amie lui assura qu'il n'y avait rien d'étrange à cela, puisqu'elle était la seule princesse parmi elles. La dame voulut mettre fin à la conversation, car elle était très fatiguée et, de plus, elle était venue pour sauver le pays. L'empereur Winfred s'appelait Ebenezer. C'était un homme cruel et pédant qui utilisait la principauté de Guenièvre comme appât pour la guerre, à ses propres fins. Elle accepta le mariage pour protéger l'État. La princesse était fermement décidée à ne pas dévier du chemin choisi pour protéger sa principauté. Elle souhaitait y parvenir avec l'aide de Guenièvre. Soudain, elle demanda à son amie de vérifier le couloir. La jeune fille, sans plus attendre, alla vérifier l'entrée. Regardant attentivement autour d'elle, elle constata qu'il n'y avait personne dehors. En entendant cela, la princesse commença à allumer de petites lumières qui brillaient intensément. Immédiatement après, Hilaria demanda à Katie de regarder par la fenêtre pour voir s'il y avait quelqu'un. Voyant les lumières, la jeune fille demanda à patienter un peu et courut à la fenêtre, fermant les rideaux. En un instant, la princesse commença à briller encore plus fort et des rayons de lumière apparurent autour d'elle. Les yeux de la dame s'illuminèrent d'une couleur dorée et bientôt la pièce entière fut recouverte de papillons dorés. D'un léger geste de la main, elle envoya les créatures à travers le château. Chaque groupe de papillons commença à observer chaque habitant du palais, mais les habitants eux-mêmes ne semblèrent rien remarquer. Hilaria s'assit sur le lit, épuisée. Créer autant d'esprits avait mis à rude épreuve l'endurance de la princesse. Elle se leva lentement et demanda à son amie de lui remettre le cristal magique.
Katie commença à s'inquiéter pour Milady, car elle constatait qu'elle tenait à peine debout. Mais cela aurait été impossible autrement, car le château était immense. La dame prit le cristal dans sa main et le brisa en petits morceaux. Les traces des serviteurs et des servantes étaient plus étroitement liées qu'elle ne le pensait, mais les papillons pourraient en apprendre davantage. Le cristal que tenait la princesse disparut instantanément, restaurant les forces de Milady. Cependant, cela ne suffisait pas et elle se sentait encore fatiguée. Elle demanda donc à ses amis combien de cristaux ils avaient emportés. Regardant dans le sac de cristaux, elle répondit que cela ne durerait pas longtemps. La jeune fille lui recommanda de contacter Dame Béatrice pour obtenir de l'aide. Hilaria s'en était déjà occupée et avait envoyé un papillon pour l'informer. La jeune femme était sûre que tout serait bientôt résolu. Une fois la cérémonie terminée, la princesse s'assit à nouveau sur le lit pour se reposer. Pendant ce temps, Katie commençait à ouvrir les fenêtres, laissant entrer le soleil de l'après-midi dans la pièce. Son amie s'inquiétait de savoir si la dame avait trop chaud. La princesse rassura la jeune fille et lui dit qu'elle pouvait facilement s'en sortir. Soudain, elle se souvint de la servante qu'elle avait marquée et décida d'aller voir ce que Cheloster faisait maintenant. Le papillon lui ouvrit une vision. Elle vit une servante venir rendre compte à Swain de l'état de la princesse. La jeune fille décida d'obéir et de faire tout ce qu'on lui demandait, ce qui plut à Milady. Katie se retourna vers le léger rire de son amie et s'enquit de la situation. Hilaria affirma que la femme de ménage avait fait le bon choix et lui parla de son mauvais état de santé. L'assistante poussa un soupir de soulagement. La jeune fille craignait que si la servante désobéissait à l'ordre, sa maîtresse ne la transforme en nourriture pour papillons. Mais elle en rit et dit qu'elle n'avait pas l'intention de le faire de sitôt. Son amie fut effrayée par la déclaration de Milady, car elle comprenait que cela faisait toujours partie de ses plans. Hilaria ne répondit pas. La seule chose qui l'intéressait désormais était la prochaine action de l'empereur. Swain alla personnellement rendre compte à l'empereur de l'état de santé de la princesse. Pendant ce temps, Ebenezer était dans son bureau, occupé à régler divers problèmes documentaires. Il écoutait attentivement le serviteur. L'empereur demanda son avis au serviteur le plus âgé, mais le jeune homme ne crut pas un mot de la princesse, car il avait constaté par lui-même à son arrivée qu'elle se portait bien. De plus, Cheloster ne pouvait pas l'expliquer non plus. Le seigneur commença à réfléchir silencieusement à la situation et remarqua que la princesse avait fait preuve d'une intelligence considérable en franchissant le seuil du château. Cependant, cela commença à inquiéter le serviteur, inquiet des rumeurs. Sa Majesté se contenta de rire de cela, mais Swain n'était pas d'humeur à rire, car il s'inquiétait du moment où le souverain allait enfin concevoir un héritier. Mais il ne le dit pas à voix haute. Après un moment de silence, l'empereur ordonna finalement au serviteur de donner à la princesse des teintures et des herbes médicinales et de lui accorder le statut de concubine. L'aîné le devinait déjà, mais garda le silence. Cependant, presque aussitôt, l'empereur ordonna qu'une invitation à déjeuner soit envoyée à Milady. Le serviteur ouvrit les yeux, stupéfait. Il ne s'y attendait certainement pas. Il interrogea à nouveau le souverain à ce sujet. L'empereur ne répondit pas, car il avait ses propres plans. En voyant Swain exécuter l'ordre, Ebenezer continua de s'occuper des questions politiques, signant et examinant les documents un par un. De l'impératrice douairière approchait, et il n'avait pas encore vu le visage de sa femme. Selon les règles du banquet, elle aurait dû s'asseoir à côté du souverain. Swain était encore surpris, car ces paroles venaient d'un homme qui ne se souvenait même pas de ses concubines. Mais il ne répondit rien. Quel austère dès le premier jour. Il était déjà soir, alors que la princesse était tranquillement assise dans sa chambre, buvant du thé. Soudain, un domestique entra et lui annonça le petit déjeuner du lendemain, auquel elle avait été invitée malgré son état. Sa servante vint l'en informer en personne. La jeune fille lui assura que l'empereur agissait ainsi par amour pour elle. Cependant, elle-même se demandait si c'était la première fois qu'une telle situation se présentait. La servante fut vraiment surprise de constater que l'empereur avait une attitude complètement différente envers Milady qu'envers les autres concubines. Elle commença à calmer la princesse et lui dit qu'il y avait une excellente cuisinière au château. Hilaria soupira lourdement et fit remarquer avec sarcasme qu'au moins la nourriture serait délicieuse. Immédiatement après, elle annonça qu'un invité arrivait le lendemain
et ordonna à Sheloster de tout préparer pour lui. La servante s'excusa et décida de demander à qui s'attendre le lendemain. La princesse répondit qu'elle attendait la fille du marquis de Genesis. Cela choqua la servante, car c'était une personne très influente. La jeune fille ne comprenait pas les liens entre ces deux familles, ni qui était Milady elle-même. La princesse, quant à elle, ignora le regard choqué de la servante et annonça que le médecin serait bientôt là. Le médecin était censé venir donner un diagnostic définitif à Milady, ce qui la rendit un peu nauséeuse. Ces mots détournèrent la servante de ses pensées, et elle se mit rapidement à divaguer, laissant le reste des questions à sa discrétion. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Sheloster s'arrêta un instant et observa attentivement la dame. Elle vit que la princesse avait un charisme considérable, difficile à décrire, qui lui rappelait la reine rouge Guenièvre. Le lendemain matin arriva. De nombreuses rumeurs circulaient au sujet de l'empereur, la principale étant qu'il avait accédé au trône à l'âge de 15 ans, après avoir atteint le sommet. Il avait pris le pouvoir à l'impératrice douairière. Après cela, beaucoup commencèrent à dire que son règne était sensiblement différent de celui du précédent et bien plus profitable. Son apparence et ses capacités firent couler beaucoup d'encre. Cependant, il ne prenait ces rumeurs que pour des flatteries. Mais la princesse elle-même parvint à s'en convaincre. Elle ne cessait de planter sa fourchette dans son assiette, incapable de se forcer à manger. L'empereur demanda à la jeune fille pourquoi elle ne mangeait pas, et elle reçut un regard furieux. Elle était jalouse qu'un sourire illumine le visage du souverain depuis le matin, alors qu'elle avait à peine pris soin d'elle. La princesse piqua une feuille de laitue avec sa fourchette et la porta à sa bouche, affichant une fierté démonstrative. Mais elle détourna le regard de la règle. Ebenezer se contenta de sourire et la regarda attentivement. Il remarqua que la princesse était plutôt gentille et ne ressemblait pas à la dangereuse sorcière que Swain avait décrite. L'empereur souhaitait engager la conversation, alors il dit qu'il était heureux de voir son appétit. Cependant, la jeune fille accueillit ces paroles chaleureuses avec circonspection. D'un regard froid, elle le remercia de son attention et dit qu'après s'être endormie, elle se sentait beaucoup mieux. Cela plut au Seigneur. Si quelque chose de mal lui arrivait, il ne pourrait plus regarder son beau-père dans les yeux, puis il sourit à nouveau, ne manquant pas l'occasion de la regarder. Il remarqua qu'elle ne souriait qu'avec la bouche. Au contraire, son regard était très froid. On aurait dit qu'un frisson la parcourait de tout son corps. Changeant de sujet, l'empereur lui demanda si elle était prête à passer la nuit avec lui, puisqu'elle se sentait déjà bien. La princesse refusa, ce qui surprit grandement l'empereur. Mais il ne manifesta aucun signe de refus, se contentant d'en demander la raison. Hilaria expliqua qu'elle ne souhaitait pas être sur un pied d'égalité avec les autres, mais qu'elle voulait devenir spéciale. Le roi lui demanda d'expliquer ce qu'elle désirait, mais il ne la laissa pas dire un mot, soulignant qu'il pouvait la faire impératrice sur le champ. Cependant, la princesse n'apprécia pas cela. Elle le prit comme une menace. L'impératrice douairière avait toujours contrôlé l'aristocratie et le pouvoir autour d'elle, donc Milady comprenait que dans une telle situation, l'empereur voulait retourner la femme contre sa principauté. La princesse ne pouvait se permettre cela, alors elle lança un regard innocent, comme si elle n'avait pas bien compris la plaisanterie, et déclara qu'une petite personne comme elle ne pourrait pas supporter un tel fardeau. Elle commença à s'humilier un peu. Cependant, l'empereur déclara que cela lui était égal, l'essentiel étant qu'elle devienne sa fleur. La jeune fille fut stupéfaite, car elle comprit que ces mots n'étaient qu'un avertissement, ne méritant rien de plus. La princesse ne souhaitait pas un tel sort, ne voulait pas devenir son bien. Alors elle annonça qu'elle ne souhaitait devenir impératrice, ni aujourd'hui, ni un autre jour. Elle demanda plutôt une faveur. L'empereur était intéressé. Mais Hilaria ne se pressait pas de dire ce qu'elle désirait exactement, promettant en échange de satisfaire ce que l'empereur désirait le plus. L'atmosphère dans la salle devint quelque peu inquiétante. Avec un sourire joyeux, elle promit de lui apporter le vieux raton laveur qui vivait dans ce palais. Cela choqua profondément l'empereur, qui ne s'attendait pas à ce que Milady soit au courant, mais il ne dit mot. L'instant d'après, Sa Majesté éclata de rire, ce qui surprit grandement la princesse. Elle lui dit alors qu'elle aimait jouer avec le feu. Elle commença à lui assurer qu'elle était prête. Ebenezer réfléchit un instant. Ces paroles aimables avaient un poids considérable,
Alors si Milady pouvait supporter ce fardeau, il était prêt à lui faire confiance et à attendre avec impatience. Elle se réjouit intérieurement, remerciant l'empereur. Mais ce n'était pas tout ce qu'elle attendait du souverain. Avec un air innocent, elle lui demanda si elle avait vraiment besoin d'être présente lors de sa rencontre avec l'impératrice. L'empereur, entendant cette question, sourit doucement, car il comprenait que la jeune fille cherchait sa protection auprès de l'impératrice. Même Charlotte n'avait pas eu autant d'audace que la princesse. Cependant, il finit par la laisser partir. La jeune fille rayonna et promit joyeusement d'exécuter l'ordre. Toujours souriant gentiment, elle décida de vérifier quelque chose sur l'empereur. Croisant les bras, elle se concentra un instant. Hilaria décida de libérer les esprits pour qu'ils suivent le souverain, mais elle créa d'abord un seul papillon pour vérifier les rumeurs. Comme elle le savait, le papillon s'écrasa dès qu'il atteignit l'empereur. Il y avait quelque chose chez Sa Majesté qui pouvait facilement la déstabiliser, mais au moins il ne se doutait de rien. Pendant ce temps, le seigneur regarda la jeune fille et réalisa qu'elle était vraiment mignonne. Après avoir pris le petit déjeuner ensemble, elle retourna dans ses appartements et s'affala avec lassitude sur le canapé. Depuis son arrivée au château, plusieurs choses lui avaient été enlevées, mais l'essentiel lui était resté. La princesse agita la main et les papillons lui apportèrent instantanément un livre insolite. Katie était très inquiète, car si quelqu'un le voyait, cela pourrait causer des problèmes. Mais la dame resta calme. Elle a rapporté qu'il n'y avait personne d'autre dans sa chambre parce que les papillons l'observaient. Lorsque son amie l'a appris, elle s'est inquiétée encore plus, car cela lui demandait beaucoup d'énergie. La jeune fille exhorta Milady à être plus économe avec son mana, car il y avait très peu de cristaux. Cependant, Hilaria lui assura que le problème serait bientôt résolu. Mais l'argent était nécessaire maintenant. L'assistante regarda la princesse d'un air interrogateur, ne comprenant pas pourquoi elle avait besoin de cet argent. La dame expliqua que c'était pour attraper le raton laveur promis à l'empereur. Elle se mit à lire attentivement le livre. Grâce aux informations que la princesse avait recueillies avant d'arriver dans ce palais, y compris tout ce qu'elle avait appris avec l'aide de la boule magique, le meilleur moyen de gagner de l'argent était le commerce des armes. Par le passé, plusieurs clans étaient impliqués dans ce trafic d'armes illégales. Elle cherchait à accéder secrètement à ce commerce afin de pouvoir le légaliser et organiser les livraisons. Milady savait que l'Empire se préparait à la guerre, donc cela pouvait marcher. Katie s'approcha discrètement d'elle et regarda le livre. La jeune fille fut surprise que la princesse veuille vraiment faire cela. Hilaria était convaincue que c'était le métier idéal pour sa situation. Son amie était d'accord, tout en lui assurant que cela pouvait être très dangereux. Cependant, la légalisation du métier pourrait améliorer sa situation. La princesse était sûre que ces revenus lui permettraient de payer les impôts au trésor, qui, en règle générale, étaient détournés par divers fonctionnaires. L'assistante soupira, car elle savait que de telles pensées étaient dangereuses. Milady ferma le livre, concluant cette affaire, car elle avait déjà tout décidé elle-même. Elle songea donc d'abord à organiser un goûter. Son amie demanda aussitôt qui la princesse souhaitait inviter. En réponse, Hilaria se contenta d'un sourire mystérieux et dit à son amie d'attendre un peu, car ceux à qui elle pourrait confier son plan arriveraient bientôt. Elle scruta les souvenirs des papillons. La dame assista à une conversation entre une servante et sa maîtresse. La jeune fille blonde, très mécontente de la nouvelle, ordonna à la servante de lui amener celui qui osait déjeuner avec l'empereur. Sheloster traversait les couloirs lorsqu'elle entendit des conversations animées entre les serviteurs. La jeune fille tendit l'oreille et décida de comprendre ce qui se passait. Un de ses collègues rapporta l'arrivée de Agera, venu d'un autre château. L'une des servantes d'Hilaria était très mécontente d'une telle impudence de la part de Sa Majesté Charlotte et dit que si elle voulait rencontrer la princesse, elle aurait dû la prévenir à l'avance. L'autre assura à madame qu'elle avait raison et ne considérait pas cela comme une impertinence. Elle était certaine que la princesse aurait dû venir défier Sa Majesté. Sheloster envisagea cette confrontation. Finalement, la jeune fille décida d'arrêter ses bêtises, car elle avait déjà reçu des instructions claires de sa dame. S'approchant, elle appela Ajura et se tourna vers la voix. La princesse l'attendait déjà. Ouvrant la porte de la chambre, la servante entra et rencontra Hilaria. Elle buvait du thé tranquillement et invita la jeune fille à entrer rapidement.
La servante s'inclina, expliquant son impolitesse. La jeune fille déclara qu'elle ne faisait qu'obéir aux ordres de sa dame, car elle souhaitait rencontrer sa nouvelle concubine. Sans perdre de temps, elle annonça immédiatement qu'elle escorterait la princesse jusqu'au palais des Canaries. Milady interrompit la conversation de la servante et lui ordonna de venir la rejoindre. Surprise, la jeune fille regarda autour d'elle, sentant que l'atmosphère de la pièce avait radicalement changé et commençait à devenir très oppressante. La servante était terrifiée et le ton autoritaire de la princesse l'effrayait encore plus. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Lorsqu'elle croisa le regard glacial de la princesse, elle ne put même plus bouger. De son côté, l'impératrice regardait par la fenêtre. La femme était très mécontente, car après les récents événements, même les concubines avaient cessé de lui accorder de l'importance. Zeus servante était également inquiète. Le comte Érasme, qui était le père biologique d'une des concubines, recommanda vivement à l'impératrice de remplacer rapidement la jeune fille récemment arrivée au palais. La femme le regarda. Elle sembla écouter, mais ne dit rien. Pendant ce temps, l'homme continua et affirma qu'aucune concubine n'avait le droit de se placer au-dessus de l'impératrice. Elle s'approcha lentement et s'assit face au comte. Il poursuivit en lui disant qu'il lui suffisait d'un vœu pour que, avec la concubine, toute la principauté de Guenièvre soit à ses pieds. Milady prit une tasse de thé et réfléchit. Il y avait beaucoup de vérité dans les paroles du comte, car, sur ordre de l'empereur lui-même, cette femme occupait la plus haute fonction du palais. Elle souhaitait rencontrer Olivia. Le comte, quelque peu surpris, en demanda la raison. L'impératrice expliqua que cette jeune fille était très patiente et intelligente, et qu'avec son aide, il serait plus facile pour elle d'approcher la princesse. Érasme était ravi de ceux qui l'entendaient, et fier que sa fille ait la confiance de l'impératrice douairière elle-même. De plus, cela ne ferait que renforcer sa confiance, ce qui contribuerait assurément à sauver le clan. Ajura se retrouva de nouveau au palais de la Rose d'Acier, cette fois sur ordre d'Hilaria. Lorsque la servante entra, Milady l'attendait déjà, mais ne la regarda même pas, regardant de côté. Sans perdre de temps, la princesse ne posa qu'une seule question, qui choqua grandement les serviteurs, car personne ne pouvait le savoir. La dame demanda qui avait exactement offert à la concubine Venise le gâteau avec lequel elle avait été empoisonnée. La jeune fille se tordit les mains, incapable de répondre. Elle ne comprenait pas comment la dame savait cette information. Lady Venise était décédée quelques mois auparavant, et personne ne connaissait les détails de sa mort. Personne ne soupçonnait que la cause de ce drame était le gâteau ordinaire qu'elle avait mangé avant sa mort. Personne ne le savait, sauf les coupables, bien sûr. La question se posait donc de savoir comment Milady le savait. Ajura était au bord de la panique. Les mots lui manquaient. Elle jouait frénétiquement avec sa robe et la princesse le remarqua. Elle l'informa avec un sourire qu'elle n'en avait encore parlé à personne. Mais Hilaria comprit alors qu'elle avait surpris la jeune fille. Alors, dissimulant un sourire chaleureux, elle ordonna à la servante de s'agenouiller et celle-ci obéit aussitôt en s'excusant. Elle baissa encore plus la tête. Milady réfléchit un instant et réalisa, à en juger par les réactions des domestiques, que la plus influente des concubines était Charlotte. Elle ne se trompait pas lorsqu'elle pensait pouvoir se voir confier l'organisation du goûter. Un instant plus tard, elle se tourna vers la servante et lui demanda la véritable raison de sa venue. La jeune fille commença à dire avec anxiété que toutes les concubines désiraient rencontrer la princesse, ce qu'elle rapporta. Cependant, Milady ne s'y intéressa pas du tout. Elle resta indifférente et en parla à la servante. Celle-ci lui expliqua délibérément qu'elle était la princesse de la principauté de Guenièvre et demanda si Charlotte avait un titre plus élevé. La jeune fille commença à répondre que ce n'était pas vrai. La panique s'empara de plus en plus de la pauvre fille. La princesse s'irrita de plus en plus, mais ne le montra pas, se contentant d'expliquer pourquoi la dame s'était laissée aller à ses ordres. Sans plus tarder, elle renvoya la servante aînée du palais, le Canari, à sa maîtresse et, sans rien expliquer, dit qu'elle devait déjà savoir quoi rapporter à sa maîtresse sur tout, et la renvoya. La servante quitta la pièce sans attendre. Les autres filles la suivirent du regard sans dire un mot. Chacune commença à sympathiser un peu avec Ajura, mais était heureuse d'être du côté d'Hilaria. Lorsque la porte se referma derrière la servante, Katie poussa un soupir de soulagement. La princesse le remarqua immédiatement.
pensant que les filles voulaient dire quelque chose, elles refusèrent aussitôt. Elles ne voulaient pas en parler. Pendant ce temps, la servante remontait lentement les couloirs pour rejoindre son palais. Esseuse, jambes peinaient à la portée. Son cœur semblait sur le point de battre. La princesse semblait la regarder droit dans les yeux. Elle avait le sentiment d'être suivie, alors elle se retourna, mais, ne remarquant personne, elle poursuivit son chemin. Les rumeurs concernant Lady Charlotte commençaient à peine à se répandre. La servante espérait qu'elle ne s'était pas trompée. Dès qu'Ajura s'approcha de la princesse, elle se sentit comme ensorcelée et ne put désobéir. Elle avait entendu dire que la dame n'avait que 20 ans et ignorait d'où lui venait une telle force. Elle continua son chemin, sachant que si elle revenait bredouille, sa maîtresse la gronderait, mais c'était mieux que de se retrouver à nouveau aux côtés de la princesse. Elle pressentait que tout allait bientôt changer. Une calèche roulait à toute vitesse sur la route forestière désormais familière. À l'intérieur était assise une jeune fille aux cheveux blonds éclatants. Elle regardait par la fenêtre, s'attendant à une arrivée rapide. Ceux qui l'entouraient tentaient de la calmer. Des rires résonnèrent dans le bureau de l'empereur. Swain se tourna vers lui et lui demanda ce qui le rendait si heureux. Ebenezer raconta au serviteur les dernières nouvelles qu'il avait apprises des autres. Le garçon savait aussi que la princesse avait littéralement mis Ajura à genoux. Cela fit rire l'empereur encore plus fort. Il espérait que cette dame lui réserverait encore plus de surprises à l'avenir. Cependant, l'aîné n'était pas amusé. Au contraire, il était même inquiet, car il croyait que la princesse pourrait semer le trouble autour d'elle, ce qui perturberait l'impératrice. Les concubines maintenaient un certain ordre à cet égard. Quelqu'un entra discrètement dans la pièce. Posant prudemment une main sur l'épaule du serviteur, celui-ci répondit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, mais que cela lui plaisait encore plus. Le duc Vanik Clarinette sourit. Le jeune seigneur pensa que la princesse pourrait être une bouffée d'air frais dans ce marais pourrissant qu'était devenu le palais. L'empereur leva les yeux vers son invité et le salua d'un signe de tête. Le duc fit de même. Sa Majesté, avec un sourire satisfait, confirma les paroles de Vaneko, affirmant que la princesse était effectivement différente des autres concubines. Il se souvint soudain de sa demande de faveur. Son regard et sa grâce commencèrent à captiver l'empereur, comme s'il voyait un bouton de rose devant lui. Swain, quant à lui, remarqua que Lady Charlotte ne se contenterait pas de regarder cela et pouvait agir. L'empereur lui assura qu'Hilaria n'était pas une femme ordinaire, mais le haut fonctionnaire n'en fut pas convaincu. Le jeune homme commença à paniquer car un grave conflit risquait de survenir. Il ne voulait pas d'un nouveau scandale. L'aîné commença à se dégager des bras du comte, espérant que l'empereur écouterait ses supplications, tandis que l'empereur se contentait de sourire. Il était très curieux de voir ce que la princesse allait faire ensuite. Béatrice sortit lentement. Genesis, la fille unique de la famille Genesis, fut immédiatement saluée. Keloster inclina respectueusement la tête, saluant l'invité de la princesse. La dame connaissait déjà cette servante, mais elle fut quelque peu surprise de la voir au milieu de la cour d'Hilaria. La servante confirma qu'elle servait désormais Milady, et sa connaissance lui demanda de bien prendre soin d'elle. Avec un sourire joyeux, elle expliqua que la princesse n'était jamais allée au palais impérial et qu'elle ne connaissait donc pas grand-chose aux gens. Milady risquait d'avoir du mal au début, elle avait donc besoin d'aide. Cependant, la servante elle-même ne pouvait pas imaginer que la princesse aurait des problèmes au début, car elle avait elle-même vu avec quelle facilité elle pouvait soumettre n'importe quel serviteur, mais elle ne trahit pas cela. Béatrice appela sa servante. La servante s'approcha et la jeune fille lui demanda d'apporter le paquet qu'elles avaient apporté. La servante obéit et revint rapidement avec une boîte contenant un bijou, cadeau pour madame. Sheloster regarda autour d'elle les diamants exquis qui scintillaient à l'intérieur des boucles d'oreilles et du collier. La servante ne pouvait les quitter des yeux, car elle n'avait jamais vu un tel luxe. Les pierres semblaient briller plus fort que le soleil. Au bout d'un moment, la servante se força à détourner le regard et proposa de montrer l'invité à la princesse. Lorsque la porte de la chambre s'ouvrit, Béatrice, croisant le regard d'Hilaria, se jeta dans ses bras. En serrant son amie plus fort, l'invitée eut l'impression d'avoir perdu un peu de poids, ce qui la rendit malheureuse. Elle lui demanda donc si elle mangeait bien. Hilaria sourit et répondit qu'au contraire, elle avait pris du poids. La princesse envoya Cheloster apporter du thé et des friandises dans la chambre.
La servante obéit et alla immédiatement exécuter l'ordre. Lorsque la servante disparut, Béa s'enquit aussitôt de la boule magique. La jeune fille demanda si la princesse avait vérifié tout cela. Milady la rassura et lui suggéra de s'asseoir d'abord, précisant qu'elle n'avait pas besoin de vérifier personnellement, car elle avait trouvé un autre moyen. La princesse rapporta que le nombre de chevaux vendus par Erkin avait diminué de moitié et que leur qualité était médiocre. Cela coïncida avec l'attaque de la tribu Zacharie dépourvue d'armes adéquates. Son ton devint plus sérieux. Milady était certaine qu'Erkin cherchait à s'en prendre à Guenièvre avec l'aide de cette tribu. Bientôt, il entamerait probablement des négociations avec Oswald. Béa commença à s'inquiéter. Elle comprenait ce qui pouvait en résulter, car Oswald avait toujours eu l'Empire en ligne de mire. Hilaria confirma ses craintes avec le début de la guerre, à laquelle il se préparait visiblement. La princesse déclara avec assurance que la seule chose qu'elle pouvait désormais accomplir était d'unir sa principauté à l'Empire pour empêcher cette guerre. Son amie, entièrement de son côté, lui demanda comment elle pourrait être utile. Milady demanda immédiatement à la jeune fille d'enquêter sur le clan impliqué dans le trafic d'armes. Son amie fut surprise et un peu effrayée, car cela pouvait être dangereux, mais elle fut assurée qu'il existait un plan pour y remédier. La princesse déclara que sa priorité était d'organiser un goûter. En tant que nouvelle concubine, elle avait de nombreuses raisons de le faire, mais elle devait d'abord rassembler toutes les informations nécessaires. Elle demanda également à son amie de se renseigner sur le duc Clarnay et le comte Nartan. Comme Hilaria le savait, ces clans comptaient parmi les plus influents. Ce serait encore mieux s'ils parvenaient à recueillir des informations compromettantes à leur sujet. Pendant que les dames discutaient et faisaient des projets, Katie rangeait. Elle tomba sur un cadeau que Bia avait apporté et dit qu'il leur durerait 2 mois. La jeune fille esquissa immédiatement un sourire. Elle était contente de pouvoir apporter tout ce qu'elle avait, même si elle craignait que Sheloster ne commence à cocher les cases, mais cela ne se produisit pas. La princesse prit un cristal et commença à l'examiner. Au bout d'un moment, elle fut agréablement surprise, car il s'agissait de cristaux de haut niveau. Son amie lui dit qu'elle avait travaillé dur pour les obtenir et promit d'en rapporter d'autres. Elle avoua avoir acheté une île déserte entière où se trouvaient ces cristaux. Elle ignorait combien de temps dureraient les cristaux extraits, mais promit d'en envoyer un autre lot prochainement. Katie, entendant la conversation de la dame, fut heureuse d'apprendre que tout revenait peu à peu à la normale et que des plans étaient en cours d'élaboration. Elle décida donc de ne pas déranger les filles et continua à régler les choses. Hilaria remercia sincèrement Bia. Pendant ce temps, Ajura retourna auprès de sa maîtresse au palais. Dame Charlotte s'attendait à ne pas venir seule cette fois, mais lorsqu'elle remarqua la servante, qui pouvait à peine marcher, elle se mit en colère et faillit la tuer sur le coup. Finalement, du thé et des friandises furent apportés dans la chambre et la jeune fille commença immédiatement à se régaler. Elle tomba immédiatement sous le charme des pâtisseries et des gâteaux, les louant. La princesse était ravie de voir son amie heureuse. Prenant une tasse de thé, la dame demanda à la princesse comment s'était passée sa première rencontre avec l'empereur et ce qu'elle pensait de lui. Mais elle réfléchit à la meilleure réponse, car elle ne voulait pas plaisanter. La princesse refusa d'avouer à son amie qu'elle trouvait l'empereur particulièrement attirant et répondit qu'il avait l'air dangereux. Bia, surprise, lui demanda si c'était la raison de son désir de passer la nuit avec lui. Milady répondit qu'elle n'aimait tout simplement pas que quelqu'un soit allongé dans son lit. Tout cela fut entendu par Sheloster, qui se tenait à proximité. La servante remarqua que l'empereur n'était pas n'importe qui, mais garda le silence. Béatrice faillit s'étouffer avec son thé tant elle se mit à rire. Elle apprécia beaucoup la réponse de son amie et dit que si les autres concubines l'entendaient, elle s'évanouirait. Elle avait aussi des nouvelles. Une amie lui annonça que le bal d'anniversaire de l'impératrice allait bientôt avoir lieu. Cependant, la princesse était déjà au courant. La jeune fille demanda si Hilaria avait préparé des cadeaux et la dame y réfléchit. Charlotte ne parvenait toujours pas à se calmer et devint encore plus furieuse. Elle n'arrêtait pas de blâmer sa servante pour tout. Ajura ne répondit pas, se contentant de baisser la tête et de s'excuser. Les autres servantes se mirent aussitôt à nettoyer la vaisselle cassée de leur maîtresse. La colère de la dame se répandit parmi les autres filles, qui craignirent de ne pas recevoir la même chose.
La concubine appela souvent la princesse. Elle cessa de crier et de tout casser un instant. La dame ne comprenait pas pourquoi sa nouvelle concubine ne lui témoignait aucun respect, contrairement aux autres. Ces pensées furent interrompues par Ajoura, qui la mit en garde. La servante rapporta que la princesse n'était pas comme les autres. Elle devait donc faire attention à elle. Mais cela ne fit qu'irriter Charlotte. Elle ne crut pas un seul mot de « c'est eux » que disait la servante, la grondant pour cela. La dame accusa la jeune fille d'avoir osé lui dire quoi que ce soit après avoir manqué à sa tâche. La servante voulait seulement la prévenir, mais personne ne voulut l'écouter. La servante comprit ce qui allait se passer. Charlotte, calmée, se tourna vers la fenêtre, regardant au loin. Sans même regarder la servante, elle lui ordonna de se rendre une fois de plus au palais de la Rose d'Acier et d'annoncer son arrivée. Le jour de la rencontre arriva et tout le monde se préparait. La princesse devait également venir. Elle s'y préparait donc activement, aidée par Cheloster, qui savait vraiment s'habiller avec élégance. La dame la félicita sincèrement. Milady se dit encore que sa femme de chambre était vraiment douée pour cela, car dans les classes supérieures, suivre la mode était une nécessité. C'était la base de la vie sociale. Et elle aimait ce style. Elle se leva de sa chaise, déclarant fermement qu'elle était désormais prête pour la guerre. Ce qui signifiait que ce serait la première confrontation entre les concubines où elle se montrerait enfin à tous. Katie la soutint. Après l'ami de la princesse, Cheloster prit la parole. La jeune fille était sûre que sa dame ne laisserait personne indifférent et affirma qu'elle gagnerait à coup sûr. Hilaria la remercia pour ses paroles. La princesse arriva au lieu convenu, où dame Charlotte l'attendait déjà. Les deux dames s'assirent à table, mais l'atmosphère devint aussitôt froide, malgré les sourires amicaux des concubines. Le silence se prolongea, chacun gardant son calme. Hilaria comprit que cette dame n'était pas de ces personnes simples, ni de celles qui attaqueraient sans raison ni inconsidération. Finalement, Charlotte rompit le silence. Elle s'est excusée pour l'incident d'hier, mais son regard exprimait de la colère. Ces excuses étaient difficiles à formuler, mais nécessaires pour la suite des événements. La princesse a déclaré que des excuses n'étaient pas nécessaires. Milady lui sourit chaleureusement, lui lançant un regard innocent, et dit qu'elle souhaitait se faire des amis, espérant une future coopération. C'était ce que souhaitait sa nouvelle connaissance, et elle promit de l'aider en tout. La princesse serra les dents à cette proposition, car elle savait ce qu'elle voulait vraiment, et ce n'était certainement pas une aide. Ces servantes se tenaient non loin de la table. Katie observait la situation, inquiète. Hilaria fit de même. Elle toucha légèrement la main de son interlocuteur et dit qu'elle espérait de l'aide pour changer l'ordre dans ce palais. Charlotte était mal à l'aise avec ce contact. La dame a finalement montré son caractère et a répondu que quelqu'un né dans un village reculé ne devrait pas y penser, et le statut de princesse n'accordait aucun privilège. Alors, laissez une personne bien informée s'en occuper. La princesse comprit qu'elle devait changer de ton et qu'elle n'avait plus le temps de faire preuve de politesse. Elle se redressa légèrement et dit qu'elle n'avait pas le temps de jouer avec une enfant qui ne faisait que ce qu'elle faisait toujours. De plus, Ajoura n'avait probablement pas encore dit à sa maîtresse qu'Hilaria connaissait déjà le secret de la mort de Venise. Alors elle l'a averti que si d'autres le découvraient, cela ne finirait pas en prison pour elle. Milady ne dissimulait plus ses intentions et annonçait que plus l'interlocuteur était impudent, moins elle avait de patience. Charlotte devait maintenant choisir son destin, mais la dame n'était pas opposée à se faire des amis. Elle rassura la concubine car elle n'avait aucune intention de lui faire du mal pour le moment. La jeune fille retira rapidement sa main et lança un regard noir à la princesse, qui lui tendit à nouveau la main dans l'espoir d'une coopération. La nouvelle choqua profondément la concubine. Elle ignorait que la princesse connaissait les détails de la mort de l'un d'eux. Comprenant qu'elle avait tiré des conclusions hâtives, elle décida d'abord de jouer le jeu de Milady. Charlotte accepta les conditions et Hilaria applaudit joyeusement. La dame décida immédiatement de formuler une requête. Elle souhaitait inviter des invités à prendre le thé, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Elle lui demanda alors de l'aider. La rivale était légèrement en colère, mais elle ne voulait pas le montrer. Alors elle accepta. La princesse sourit et la remercia sans détourner le regard. Mais avant tout cela, Milady souhaitait rencontrer 2 autres concubines. En entendant cela, l'interlocuteur s'éclaira légèrement et dit que si la princesse avait le temps,
Elle pourrait tout arranger demain. La princesse accepta et promit de trouver du temps. Charlotte sourit, mais décida d'envoyer des lettres aux concubines, les forçant à refuser de rencontrer Hilaria. La jeune fille voulut remettre la nouvelle concubine à sa place, mais Milady semblait avoir tout deviné. Lorsqu'elle leva les yeux, elle croisa le regard cruel de la princesse qui lui conseillait de ne pas se tromper. Se brisa dans les mains de la dame, Charlotte comprit que cette fois, le plan ne fonctionnerait pas. Elle changea de position et assura à son interlocuteur qu'elle leur plairait certainement. La jeune fille détourna le regard de son interlocuteur autant que possible, et la princesse comprit enfin que si elle lui obéissait, les autres se rangèrent bientôt de son côté. Le dernier survivant était l'empereur. Son sourire glacial rendait difficile de deviner ceux qu'il avait en tête. De plus, les papillons ne pouvaient pas pénétrer dans ses appartements, car quelque chose les bloquait. Elle se demandait quel genre de personne il était. Le soir venu, la nouvelle des événements de la journée parvint enfin à Swain, qui s'empressa de la partager avec l'empereur. L'aîné rapporta que la princesse avait même réussi à conquérir Charlotte. Cependant, le serviteur était sûr que cela ne s'arrêterait pas là et que la concubine ne se laisserait pas faire si facilement. Le seigneur sembla que l'aîné prenait le parti de la jeune fille, mais il refusa. Il dit simplement que la dame occupait un certain poste au château et s'était auparavant opposée à l'impératrice. Le duc Clarinet sourit et paria aussitôt sur la princesse, ce qui surprit l'empereur. Ebenezer demanda pourquoi il ne soutenait pas sa demi-sœur, ce à quoi le duc répondit que c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un faire sauter ce palais et que sa sœur ne se distinguait pas par un esprit brillant et n'était pas capable de grandes actions. L'empereur sourit de la froideur du duc, même envers sa propre famille. Un instant plus tard, son regard se reporta sur les documents. L'empereur savait déjà que Milady avait récemment invité Madame Genesis. Il savait que cette dame et la princesse avaient étudié au même lycée à Lyon, dans la principauté de Guenièvre. Cependant, la question se posait: pourquoi une famille aussi célèbre envoyait-elle sa fille unique étudier si loin de chez elle? Cependant, les deux jeunes filles suscitèrent les doutes de Sa Majesté. Finalement, il paria également sur la princesse. Cela surprit le comte et le serviteur, mais chacun avait sa propre idée. Swain en voulait une. Le serviteur espérait qu'à l'avenir, cela donnerait naissance à une histoire romantique qui donnerait à l'Empire un nouvel héritier. Le comte pensait que le souverain resterait neutre dans cette situation. L'empereur fut informé que la princesse souhaitait donner le thé et le seigneur pensa que ce serait une bonne idée de préparer un cadeau pour la dame. Swain fut surpris car Ebenezer ne s'était jamais donné ce genre de souci auparavant. Sa Majesté répondit que ce serait une sorte de remerciement pour le réconfort que Milady avait pu lui apporter et ordonna qu'on lui prépare quelque chose digne de son rang. Après quelques minutes de silence, l'aîné obéit. Hilaria étudiait à nouveau son livre dans ses appartements. La servante se tenait là, toujours prête à aider, et Milady se tourna vers elle pour lui demander si Olivia avait un lien quelconque avec l'impératrice. La princesse savait déjà qu'elle bénéficiait d'une forte protection, mais sa réputation au palais laissait à désirer. Sheloster répondit que la dame se distinguait par sa nature cupide et son grand gaspillage. La servante raconta également que, lors de la rencontre de la princesse avec l'empereur, Olivia était très en colère et l'avait même battue. Hilaria soupira, comprenant que la concubine avait un caractère difficile. La princesse savait que le comte Erasme s'était installé dans la capitale précisément à cause de sa fille. L'homme était prêt à tout, car il comprenait que la vie de toute une famille dépendait de son unique enfant. Milady s'enquit de Jane. La servante répondit qu'elle était la seule à rester neutre. Bien qu'elle communiquât avec Lady Charlotte, elle était également étroitement liée à l'impératrice, qui était hostile à la concubine. De plus, Jaina était plutôt modeste et se tenait à l'écart de la vie familiale. La princesse le savait aussi, car ses papillons ne parvenèrent jamais à la trouver hors de ses appartements, ce qui était quelque peu surprenant. Cependant, l'avenir que la princesse entrevoyait ne correspondait pas du tout à la description de la jeune femme qui errait autour d'elle. Hilaria ferma brusquement le livre et décida d'aller la rencontrer en personne, remerciant la servante. Le lendemain, les concubines vinrent rencontrer la princesse. Cependant, chacune d'elles la regarda avec hostilité, à l'exception de Jaina,
qui sembla indifférente. Madame les remercia d'être venues. Les concubines s'assirent à table et la princesse prit la parole. Elle remercia Dame Charlotte d'avoir pu réunir tout le monde, mais en la regardant, elle remarqua que la jeune fille paraissait déprimée, même devant tout le monde. Cela surprit grandement Milady, car elle s'attendait à ce que la dame se conduise comme d'habitude, afin de ne pas perdre son autorité devant les autres concubines. Il semblait que la conversation de la veille avait embarrassé la pauvre créature. La princesse décida de remettre cela à plus tard et tourna la tête vers Dame Jaina. Elle lui rendit immédiatement l'appareil, mais resta silencieuse et calme comme il le disait. Madame reporta son attention sur ses mains. Elle remarqua que les articulations de la jeune fille étaient très saillantes et qu'il y avait des callosités, et en conclut qu'elle aimait pratiquer l'escrime. Les dames nobles ont généralement des mains délicates et belles. La princesse décida de lui parler séparément plus tard. Pendant ce temps, Jaina ne comprenait pas ce qui se passait. Tout avait commencé lorsqu'elle avait reçu une étrange lettre de Charlotte et l'atmosphère était tout aussi étrange. Olivia avait l'air nerveuse, mais elle ne le cachait pas. Elle avait aussi reçu la lettre, et de plus, elle n'aimait pas que la nouvelle mette son nez partout. Les autres concubines ne lui ressemblaient pas non plus. Tout allait mal pour elle depuis la veille. D'abord, son père était rentré très tard, puis cette lettre. Elle criait et jetait des objets partout, tandis que son père essayait de la calmer. L'homme lui assura que la nouvelle concubine n'avait rien de spécial, qu'elle venait d'un village lointain et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'y intéresser. Cependant, la dame ne s'en offusqua pas, mais plutôt du fait qu'elle grimpait partout. Le comte poursuivit en disant que la dame avait l'air d'une véritable sorcière, mais que tous les événements prouvèrent le contraire. La jeune fille réfléchit aux paroles de son père, car l'empereur s'intéressait beaucoup à la concubine. Son père lui avait assuré que la princesse avait le don d'ensorceler les gens, mais Olivia trouvait cela ridicule. Mais elle savait que même Charlotte avait succombé à ses charmes, ce qui signifiait que quelque chose n'allait pas. Elle y réfléchit. Érasme n'avait pas une très bonne opinion de l'une des concubines. Il continua de rassurer sa fille et annonça à l'impératrice que l'empereur viendrait bientôt la trouver. La jeune fille se retourna, furieuse, et poussa un cri. On le lui avait promis depuis longtemps, mais le souverain ne venait toujours pas la voir. Le comte ne voulait pas que sa fille se fâche, car cela nuirait à sa santé. Elle avait encore l'occasion de faire plaisir à l'empereur en lui donnant un fils. Mais Olivia était encore plus en colère, car Sa Majesté ne venait toujours pas à elle et rien de ce qu'elle faisait n'y faisait rien, ni les parfums envoûtants, ni les herbes bénéfiques pour la grossesse. Tout était vain. Cependant, le père sut réconforter sa fille unique et lui offrit une opale de grande qualité, apportée d'Oswald. La fillette prit le cadeau dans ses mains et se calma instantanément en regardant la pierre. Lorsque sa fille se calma enfin, le comte décida de lui annoncer que l'impératrice n'aimait pas non plus la nouvelle concubine. Olivia, sincèrement surprise, demanda si la femme lui avait également transmis quelque chose. L'impératrice transmettait toujours quelque chose d'elle-même lorsqu'Érasme lui rendait visite, comme lorsqu'elle offrit un gâteau empoisonné à la servante de Charlotte. La jeune fille se moquait intérieurement de la concubine qui ignorait la vérité. Le comte répondit que l'impératrice n'avait rien transmis de spécial, elle avait seulement dit qu'elle espérait expulser bientôt la princesse du château, car elle était aussi comme un os dans sa gorge, mais elle voulait que la dame l'aide. La jeune fille était heureuse que l'impératrice lui ait fait confiance, alors elle réfléchit à la manière de bannir la princesse. Elle comprit que, comme Venise, Hilaria devait elle aussi trouver ce qu'elle craignait. En un instant, elle demanda à son père des informations sur la principauté de Guenièvre et la place qui occupait la jeune fille. Même les plus infimes rumeurs sur son enfance, qu'elle pouvait dissimuler, étaient importantes. Le comte soutint l'enthousiasme de sa fille et promit d'accéder à sa requête. Elle sourit et se dit qu'elle ne trahirait pas la confiance de l'impératrice et de son père, et promit donc de gagner ce procès à tout prix. Hilaria du regard et se réjouit intérieurement que la princesse ne reste pas longtemps au palais et que tout cela soit bientôt terminé. Olivia a décidé de passer à l'action et s'est tournée vers la princesse, en disant que les rumeurs concernant son éducation n'étaient pas fausses, et maintenant elle le comprenait, car tout d'abord, la dame elle-même devait rendre visite à chacun d'eux. Les autres concubines furent stupéfaites par les déclarations de leur amie, mais elles observèrent la situation en silence. Pendant ce temps,
La jeune fille alla plus loin et déclara brusquement que la différence dans leur éducation était grande. Et peu importait le village d'où venait cette princesse. Lorsqu'Olivia garda le silence un instant, un silence pesant s'abattit sur la table. Hilaria regarda son interlocuteur impoli et lui adressa un sourire sinistre. Pendant ce temps, au palais de la principauté de Guenièvre, l'agitation régnait également. Dans l'une des pièces, les frères et la sœur de la princesse se réunirent et commencèrent à discuter de son séjour au château impérial. Ceux proches étaient très inquiets pour leur sœur, la considérant comme faible, bien qu'intelligente. Ils étaient donc certains qu'elle ne disparaîtrait pas, mais ils n'en étaient pas moins inquiets. Ils ne voulaient pas lui rendre visite, mais ne le pouvaient pas. Jeté négligemment par Olivia, le silence régna à table, personne ne dit un mot, et Katie, qui envisageait le goûter, partagea avec Sheloster qu'elle était très inquiète. L'amie d'enfance lui assura que personne ne pourrait arrêter sa maîtresse. La servante réfléchit un instant, car elle avait entendu dire que la fille du comte n'était pas non plus une personne ordinaire, et elle s'en inquiéta également. Hilaria se força finalement à sourire et à dire que le palais impérial était en effet un endroit étrange, peuplé de gens intéressants. Olivia ne comprit pas où la princesse voulait en venir, alors elle redemanda. Milady se tourna vers Dame Charlotte, se souvenant qu'elle avait promis d'en apprendre davantage sur la vie dans ce château. La dame inclina légèrement la tête, d'une voix très basse. Elle confirma ces mots, sans plus. La princesse poussa un soupir de soulagement, heureuse d'entendre une telle réponse. Elle poursuivit d'un ton narquois et dit que l'empereur serait heureux si les concubines pouvaient vivre en paix. Elle demanda donc conseil à la dame. Hilaria regarda Olivia dans les yeux et demanda à Charlotte comment se comporter avec une personne qui se comporte comme un fou, complètement déconnectée de la réalité. En entendant ces mots, la dame rougit et écarquilla les yeux. La concubine se leva brusquement et se mit à crier à la princesse, lui ordonnant de se tenir à sa place. Milady ne répondit pas, et la jeune fille chercha le soutien des autres concubines. Elle se tourna vers Charlotte, espérant qu'elle dirait quelque chose, mais elle ne put répondre. Ce n'est qu'à présent qu'elle comprit pourquoi la princesse avait demandé à tout le monde de se rassembler et ne s'attendait pas à tomber dans un piège. La dame ne savait que faire, car quel que soit son camp, elle finirait par perdre. À bien y réfléchir, il y avait toujours des luttes de suprématie avec chaque nouvelle concubine qui arrivait. Cependant, l'ordre lui-même resta inchangé. À l'arrivée de Hilaria, elle bouleversa complètement le château. Désormais, tout le monde ne suivait plus qu'elle. Même Olivia ne parvint pas à surpasser la princesse. La jeune fille comprit que la seule chose qu'ils pouvaient accomplir était de rester à leur place. Alors elle réprimanda la fille du comte et se rangea du côté de Milady, car elle voulait seulement qu'ils deviennent tous amis. Elle poursuivit en disant que c'était elle qui avait organisé le goûter. S'il n'y en avait pas eu, Milady avait un statut élevé. Il fallait donc lui témoigner du respect. Katie retint son souffle. La concubine bouillonnait de colère. Elle n'arrivait pas à croire que Charlotte ait pu dire tout cela, mais elle n'allait pas s'excuser auprès de la princesse. Hilaria fut agréablement surprise par les paroles de son défenseur. Elle ne s'attendait certainement pas à ce que la femme prenne sa défense, au lieu de se ranger du côté de la concubine qu'elle connaissait depuis bien plus longtemps qu'elle. La dame décida que dans ce cas, il était nécessaire d'étrangler son amie, alors elle réfléchit à la manière de procéder. La princesse décida qu'il était temps d'enquêter sur la mort de la concubine de Venise, car elle savait déjà que sa mort n'était pas un accident. Il s'agissait d'un meurtre soigneusement planifié, bénéfique pour Olivia. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Charlotte était la coupable, celle qui avait apporté le gâteau empoisonné, et tout le monde y croyait. Mais en réalité, la jeune fille avait été victime d'un coup monté. Après la mort de la concubine, tout son clan, Sébastien, fit bientôt faillite. Ils furent accusés de corruption et tous les membres de la famille furent impliqués. La famille de la fille du comte en fut la plus bénéficiaire. La concubine mourut, sa famille disparut, et la question ne fut plus jamais soulevée. Il en fut ainsi jusqu'à ce que le dernier héritier survivant de la famille, Sébastien, détruise Guenièvre. Il projetait de se venger de l'empereur et répandait ainsi des rumeurs sur la principauté. Sa principauté devint ainsi un appât pour Winfred et était au bord de la destruction. Pour éviter un tel avenir, la princesse fit venir toute la famille Sébastien chez elle avant qu'il ne suscite des plaintes.
Elle continua de surveiller toute la famille pour assurer la sécurité de sa maison pendant son absence. La jeune fille ne ressentait aucune hostilité envers le défunt, mais elle devait protéger sa terre à tout prix. L'approche de Svein, elle ne s'attendait pas à le voir ici. L'aîné s'excusa et annonça que l'empereur comptait assister personnellement au goûter. Toutes les filles furent instantanément surprises. Il semblait qu'il ne restait plus aucune trace de leur inimitié. Le serviteur annonça que le seigneur viendrait simplement offrir un cadeau pour le premier goûter de Milady. Hilaria feignit d'être heureuse de cette nouvelle, mais intérieurement, tout était tendu. Elle commença à se demander pourquoi maintenant et pourquoi l'empereur voulait venir. Ses mains se mirent à trembler. La princesse regarda les autres concubines et remarqua que leur visage avait changé. Si Sa Majesté souhaitait personnellement présenter le cadeau en public, cela pourrait provoquer Milady. La jeune fille se força à se calmer, même si elle ignorait comment Ebenezer voulait la mettre à l'épreuve, mais il serait injuste de refuser le seigneur. Elle sourit, désireuse de montrer ce qu'il voulait. Elle remercia Swain pour son avertissement. Après son départ, Milady se tourna vers le reste des concubines et les informa qu'elle devait se présenter sous un jour favorable si l'empereur venait à elle. La princesse insista pour qu'ils cessent leur querelle pour l'instant afin de ne pas le montrer au souverain, et insista particulièrement auprès d'Olivia. La concubine rougit de colère, mais garda le silence. Hilaria se leva lentement de sa chaise, se souvenant qu'à côté du kiosque se trouvait un magnifique jardin impérial. Elle suggéra à tout le monde d'aller faire une petite promenade pour prendre l'air et se rafraîchir un peu. Milady sourit chaleureusement et tendit la main à Olivia, espérant qu'elle n'abandonnerait pas son idée. La fille du comte resta un instant stupéfaite, regardant la main tendue de sa rivale, sans comprendre ce qu'elle cherchait à accomplir. La fille était méfiante, car elle ne comprenait pas pourquoi la princesse voulait soudainement marcher avec elle, mais après un moment, elle sourit malicieusement, car c'était seulement à son avantage. Pendant un moment, les dames marchèrent en silence, Hilaria marchant devant, comme la fille du comte l'avait demandé. Milady prit la parole la première, et, promenant son regard sur le jardin, dit avoir été très surprise de le voir pour la première fois. La princesse dit qu'à ce moment-là, elle le trouvait trop grand et trop beau, et qu'il était magnifiquement décoré. Son interlocuteur ne voulait pas vraiment répondre, mais décida finalement de poursuivre la conversation. Olivia observa attentivement la princesse, qui venait tout juste d'humilier Charlotte. Cependant, la dame pensa qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter, car sa rivale semblait plutôt naïve. La concubine examina Milady de la tête aux pieds et remarqua quelque chose à laquelle elle n'avait pas prêté attention auparavant, à savoir les choses individuelles, et en les évaluant, elle ne pouvait pas croire qu'une princesse du village puisse être si riche. Finalement, la jeune fille réalisa qu'Hilaria ne ressemblait pas à la sorcière que son père lui avait décrite. Au contraire, elle était très jolie, ce qui la mettait profondément en colère. Néanmoins, elle ne comprenait pas ce qui avait pu offenser le souverain à ce point. L'idée que l'empereur lui-même ait voulu offrir un cadeau à la princesse pour soutenir l'idée d'un goûter la hantait. Elle se sentit soudain profondément insultée, car elle ne comprenait pas en quoi elle était inférieure. Olivia ne remarqua même pas comment ils étaient arrivés à l'endroit que la princesse voulait lui montrer, jusqu'à ce que la voix de sa rivale la tire de ses pensées. Une vue à couper le souffle s'offrit à eux. La jeune fille était presque en colère. Elle avait entendu parler d'un lac au Palais des Roses, mais elle ignorait son immensité. Elle était jalouse qu'une telle beauté et une telle grandeur soient préservées pour être offertes à Hilaria. La dame, à sa propre surprise, admit que l'endroit était vraiment magnifique. L'envie la tenaillait, mais elle essaya d'esquisser un sourire narquois et faillit admettre sa colère. Voulant enfin mettre son plan à exécution, elle commença lentement à s'approcher de sa rivale et commença à dire que plus elle était grande, plus elle devait être humble et reconnaissante envers son maître. Un pas de plus et la dame s'apprêtait à pousser Hilaria dans l'eau, mais au dernier moment, elle se retourna brusquement et croisa son regard. Olivia resta bouche bée, ne comprenant pas ce qui se passait. La fille du comte trébucha et comprit qu'elle allait tomber. Alors qu'elle était sur le point de tomber dans le lac glacé, elle ferma les yeux, mais le froid ne la gagnait pas. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit qu'on la tenait fermement par la main. La princesse saisit sa concubine par la main, l'empêchant de tomber.
Milady sourit en la regardant, et l'idée lui traversa l'esprit. Sa rivale s'était révélée trop évidente, et la dame savait tout d'avance. Mais la jeune fille ne saura jamais que des centaines de papillons la suivent depuis le début de sa promenade. Au goûter, ils auraient pu le remarquer, et la princesse l'a donc amenée ici exprès. La concubine se débattit et hurla à la princesse de la laisser partir. Hilaria sourit innocemment et commença à dire qu'elle ne la laisserait pas tomber, mais qu'elle eut pitié et la laissa partir à sa demande. Olivia hurla de nouveau mais n'atteignit jamais l'eau. Elle regarda autour d'elle, cherchant ceux qui la retenaient. La princesse commença à s'agacer de la myopie de sa rivale, et son papillon aussi. La concubine faillit menacer Milady, car elle ne comprenait pas ceux qui l'empêchaient de tomber. Et bien que la princesse avoue les papillons, la jeune fille pensa qu'il s'agissait de filets invisibles. La dame expira. La princesse la menaça, lui disant qu'il pourrait lui arriver le même sort qu'à Venise. Ce qu'elle entendit choqua la concubine, persuadée d'avoir depuis longtemps débarrassé tous ceux qui étaient impliqués dans cette affaire. Elle commença à exiger une explication sur la façon dont Milady était au courant de tout, mais la jeune fille ne répondit pas, dit seulement que la concubine devait se comporter tranquillement et que personne ne découvrirait alors ce qu'elle avait fait, surtout l'empereur. La princesse a essayé de lui faire jurer qu'elle continuerait à se comporter comme une souris, mais Olivia n'a pas cédé. Elle était prête à tuer sa rivale à ce moment-là, car elle avait appris ses secrets les plus profonds. Hilaria laissa échapper un soupir de regret, espérant encore une dernière lueur de raison de la part de sa concubine, mais en vain. Finalement, elle comprit qu'il était inutile de poursuivre la conversation. Alors, elle laissa sa rivale partir. Quelques minutes plus tard, la concubine émergea de l'eau, menaçant le coupable et promettant vengeance. Katie et Chillister comprirent que la jeune fille avait peut-être fait quelque chose et voulurent l'en empêcher. La princesse se tenait à proximité et observait en silence, son amie essayant de la protéger de la concubine en colère. Les servantes tentèrent de calmer la concubine furieuse et l'annoncèrent que l'empereur allait bientôt arriver. Mais elle resta indifférente à toutes les persuasions et à tous les avertissements. Elle accusa Milady de l'avoir poussée dans l'eau. Hilaria lui lança un regard innocent et répondit calmement qu'au contraire, elle l'avait rattrapée. Olivia était presque en colère. Elle avait envie de crier à nouveau, mais elle ne remarqua pas l'approche du Seigneur. Il mit fin instantanément aux disputes inconsidérées des filles, surtout dans ce jardin. La concubine, voyant l'empereur, lui demanda de punir la princesse et prétendit qu'elle l'avait jetée à l'eau. Mais Ebenezer n'était pas d'accord et dit que tout le monde avait vu la situation telle qu'elle était réellement. La jeune fille tenta de s'expliquer, mais Sa Majesté, fatiguée, refusa d'entendre d'autres mensonges ou excuses. Il lui ordonna donc, d'un ton menaçant, de se taire. Elle le regarda, stupéfaite. Le seigneur appela les servantes d'Olivia et ordonna qu'elle soit escortée jusqu'au palais. Les servantes accoururent aussitôt pour exécuter l'ordre, tentant d'emmener leur maîtresse, mais elle refusa d'abandonner. Jaina l'accompagnèrent. Cette dernière se retourna un instant, fixant la princesse d'un air indifférent. Lorsqu'il ne resta plus personne, Milady s'approcha discrètement et remercia l'empereur de l'avoir aidée à résoudre la situation. Elle lui lança un regard coupable et détourna légèrement le regard. L'empereur sourit. Sa Majesté pensa que la princesse était très effrayée et lui recommanda de retourner au palais au plus vite pour se reposer. Elle le remercia, mais crut entendre des notes moqueuses. Cependant, le seigneur n'avait pas oublié la raison de sa venue. Il appela donc son serviteur et prit la boîte, espérant qu'un petit cadeau remonterait le moral de la princesse. Il la lui tendit. Milady accepta le cadeau avec une sincère gratitude et s'empressa de l'ouvrir. Regardant à l'intérieur, elle vit un collier très beau et délicat. La pierre brillait au soleil. L'empereur admit avoir commandé cette décoration spécialement pour elle. La topaze dorée ressemblait à ses yeux. Cependant, ce qu'elle entendit la surprit, car elle ne comprenait pas où le souverain la menait. Elle avait les yeux bleus. Ils ne devenaient dorés que lorsqu'elle utilisait la magie, mais avec un peu de pouvoir, leur teinte ne changeait que pour un instant. Dernièrement, la dame utilisait beaucoup les papillons. Cependant, elle n'avait jamais agi ainsi devant l'empereur. La princesse était méfiante et ne comprenait pas comment le souverain avait pu découvrir sa force. Milady espérait sincèrement que ce n'était qu'une coïncidence. La dame essaya de deviner ce que savait réellement Sa Majesté,
Elle sourit et dit qu'elle ne comprenait pas vraiment où il voulait en venir, car ses yeux étaient d'une couleur complètement différente. Le Seigneur sourit également. Ebenezer expliqua rapidement qu'il parlait de la forme du pendentif, semblable à celle de ses yeux. La princesse poussa un soupir de soulagement et essaya d'y croire. L'empereur demanda la permission de lui mettre personnellement cette décoration, ce qu'elle accepta. Cependant, elle ne comprenait pas pourquoi il n'était pas pressé de partir. Le souverain s'approcha et mit lentement le collier. Tandis qu'il jouait avec le fermoir, il toucha par inadvertance sa peau et elle sentit que ses mains étaient très froides, et à cause de sa température accrue, elle sentit cela encore plus fort, au point de lui donner la chair de poule. Comme la souveraine n'était pas pressée de mettre ses bijoux, ses oreilles commencèrent à rougir. L'empereur le remarqua et, se penchant légèrement vers elle, lui murmura à l'oreille qu'elle était très jolie. La dame recula d'un bond. Ebenezer souhaitait sincèrement qu'elle porte ce cadeau longtemps. Il était heureux que son sens du style ne l'ait pas trahi. Cette décoration lui allait à ravir. Elle le remercia à nouveau et promit de la porter plus souvent. Sa Majesté prit enfin congé et se dépêcha de quitter le jardin, car il avait bien d'autres choses à faire. Pendant tout ce temps, le duc de Clarinette les observait de côté. Le jeune homme observait attentivement la jeune fille. Le duc vit la princesse pour la première fois, et, la regardant, il ne comprit pas du tout ce dont il parlait. Il prêta une attention particulière à ses yeux qui, il devait l'admettre, attiraient l'attention. Soudain, l'empereur l'appela. La Clarinette comprit son erreur et commença immédiatement à s'excuser, expliquant qu'elle n'avait eu aucune intention de nuire. L'empereur sourit de satisfaction en voyant le duc admettre sa culpabilité. Mais aussitôt, le regard du souverain devint glacial et il avertit le seigneur de ne rien dire contre la princesse, sinon lui-même ne pourrait le sauver. Le duc inclina la tête plus fermement, promettant de garder le silence. Cependant, il ne put s'empêcher de remarquer que l'empereur traitait la princesse différemment des autres concubines. Le seigneur pensa qu'il y avait quelque chose entre eux, mais il ignorait quoi. De retour dans ses appartements, elle faillit s'effondrer d'épuisement. Assise sur une chaise, elle ne voulait plus se lever. Katie soutint sa dame, car elle savait que la journée avait été très difficile pour elle. L'amie apporta également des cristaux, mais la princesse ne voulait rien faire aujourd'hui et ne put reprendre des forces qu'après une bonne nuit de sommeil. La servante demanda si la dame avait besoin d'autre chose, mais elle la renvoya. Lorsque la jeune fille quitta les appartements, elle informa Xeloster que la princesse les avait envoyés tous deux se reposer aujourd'hui. La servante ne protesta pas, mais remarqua que les relations entre l'empereur et la dame s'étaient améliorées. Katie n'y prêta pas beaucoup d'attention, connaissant la princesse depuis longtemps et persuadée que tout était faux. Cependant, son amie était certaine que si c'était vrai, tout le monde s'en porterait mieux. Un instant plus tard, la fille se retourna brusquement, se rappelant qu'Hilaria aurait pu écouter leur conversation avec l'aide de Papillon. Mais elle ne pouvait pas l'admettre. Elle dit seulement à la femme de chambre de ne rien dire d'inutile. Cependant, ce n'était pas la princesse qui écoutait la conversation des jeunes filles, mais l'empereur lui-même. À son bras se trouvait un papillon que Milady avait créé pour veiller sur l'empereur. Il se sentit quelque peu offensé par les paroles de la servante. Le roi apprit que la princesse contrôlait les esprits du feu. Il le sentit car le petit papillon soufflait une puissante flamme. Soudain, le papillon se mit à se tortiller pour tenter de s'échapper. L'empereur tenta d'attraper l'esprit, mais celui-ci ne put s'échapper bien loin. Ebenezer le savait, car le papillon volait à l'intérieur d'une cage visible de lui seul. L'insecte tenta de s'envoler, mais en vain. Sa Majesté continua de parler à la créature et lui demanda de patienter encore un peu jusqu'à ce que lui et la princesse se rapprochent. Après cela, il promit de donner un nom à cet esprit. Le roi réfléchit un instant et décida de ne pas différer sa promesse. Il nomma donc le papillon Colline. C'est ainsi que l'ami proche de Bia appelait la princesse, et Sa Majesté le savait. Il sourit de satisfaction. La princesse était assise sur la véranda de son palais, réfléchissant. Elle avait déjà retiré le bijou que le seigneur lui avait donné et l'avait remis dans son coffret. Milady ne comprenait pas pourquoi il était là. Elle regrettait de ne pouvoir faire vibrer ses papillons autour de lui. Soudain, la dame se souvint du moment où l'empereur lui avait mis ce collier et lui avait murmuré une douce voix. Cela la mit un peu en colère.
Pour elle, c'était une sorte d'insulte, car elle ne se trouvait pas mignonne. Elle était sûre qu'Ebenezer voulait se moquer d'elle de cette façon. La princesse décida de riposter à cette impolitesse. Elle se demandait où frapper et pourquoi il était devenu empereur. Malgré l'amour de ses sujets, la plupart des aristocrates soutenaient le prince Nason. L'empereur avait perdu sa mère enfant, et il pensa qu'il serait bien plus avantageux de se ranger du côté du fils de la seconde impératrice. Cependant, après la mort du précédent souverain, il fut envoyé en exil. C'est alors qu'Ebenezer. Elle monta sur le trône. La princesse continua à en chercher la raison, mais la seule chose qui lui vint à l'esprit était la possibilité d'un accord avec l'empereur précédent ou d'un secret. Elle craignait également que ses papillons ne puissent l'approcher et meurent immédiatement. Toutes ces pensées lui donnaient mal à la tête. Tout était confus, et Milady respirait difficilement. Elle avait besoin de quelqu'un avec qui partager ses pensées et ses sentiments. Elle invoqua rapidement un papillon et l'envoya à Béatrice pour lui transmettre sa demande de rencontre pour le lendemain. Pendant ce temps, au palais Bégonia, Olivia était furieuse, mais personne, hormis les pauvres domestiques, ne pouvait l'entendre. Les servantes étaient grièvement blessées, tandis que leur maîtresse détruisait tout autour d'elle. L'une des servantes osa enfin parler pour sauver les autres des coups. La jeune fille rapporta que la concubine semblait être tombée à l'eau elle-même. La dame se retourna brusquement en entendant la voix de la servante. La pauvre créature était très effrayée, alors elle dit aussitôt que toutes les servantes croyaient les paroles de leur maîtresse et suggéra que la princesse avait peut-être commencé quelque chose. Milady était d'accord avec cela, car elle-même le croyait.